Mariátegui, c'est un des grands penseurs marxistes du XXe siècle. Parler d'une si riche biographie dans un espace chronologique assez bref, ce n'est pas facile. L'homme de la riche biographie s'appelle José Carlos Mariátegui. Né dans le département de Moquegua, un département déprimé et agricole principalement, qui se trouve au sud du Pérou, le 14 juin 1894. Issu d'une famille modeste dont le père abandonne le foyer, elle se déplace vers la capitale de la République, Lima. José Carlos est un garçon assez inquiet avec une curiosité et une faim de savoir très remarquable. Un accident pendant un jeu sera important pour celui qui deviendra l'intellectuel le plus brillant du XXe siècle péruvien. Il devra interrompre sa scolarité, mais il pourra compenser cette perte en devenant un rigoureux et passionné autodidacte, grâce aussi à l'aide de sa mère et de sa sœur. On pourrait dire un omnivore du savoir qui veut connaître et comprendre le monde, qui ne se contente pas avec ce qu'il sait, mais qu'il veut satisfaire à chaque instant cette merveilleuse fièvre, ce merveilleux désir. José del Carmen Eliseo, il s'appelait, et deviendra José Carlos. Quand il commence à travailler comme coursier dans le journal La Prensa, un des plus importants journaux de l'oligarchie péruvienne. Il commence à travailler très jeune pour pouvoir soutenir aux besoins de sa famille. En 1911, pour se sentir intégré dans le groupe de journalistes, il écrira son premier article sans autorisation, et ce fait montrera la qualité et la capacité d'une écriture passionnée, efficace, persuasive. Sa période d'apprenti journaliste durera 3 ans, et en 1914, il commencera à collaborer d'une façon régulière avec le pseudo assez francophile de Juan Chroniqueur. Juan Chroniqueur peut être la meilleure synthèse symbolique d'un projet qui sera développé dans les années à venir. Cela signifie aussi le désir de José Carlos de connaître la culture européenne, car la culture française ne cessait pas d'influencer les intellectuels latino-américains et de toute la planète. L'expérience de Juan Chroniqueur se traduira aussi dans l'observation des phénomènes culturels de l'oligarchie liménienne, comme par exemple les événements sociaux, l'hippique, et nous trouverons aussi un chroniqueur attentif à ce qui se passe dans le monde feutré qui vit avec le dos tourné au pays. Juan Chroniqueur écrira dans de nombreuses revues de l'époque telles que Mundo Limeño, Lulú, El Turf, Vesperal et Alma Latina. À cette époque, il entrera en contact avec un dynamique groupe de poètes et d'intellectuels, le groupe Colónida, dont le leader, le poète, écrivain et critique Abraham Valdelomar. L'activité d'écriture de Juan Chroniqueur, c'est-à-dire de José Carlos, explorera d'autres genres. On trouvera l'écrivain de contes, le poète, l'auteur des pièces théâtrales. Nous pouvons dire que l'intellectuel complet est en train de se construire. En 1916, Juan Chroniqueur changera son sujet d'observation de la réalité en devenant chroniqueur parlementaire. Cela représentera son immersion dans la politique péruvienne, un sujet qui sera très présent dans toute sa vie. En 1918, les échos de la révolution russe, du discours wilsonien, pousseront José Carlos à adhérer au socialisme. Le résultat de son engagement sera la revue Nuestra Época avec César Falcón, son camarade et ami. La lutte politique aboutira aussi à l'organisation d'un comité des organisations socialistes où se trouvent des intellectuels à côté des ouvriers pour promouvoir les idées socialistes. Après cela, il quitte le journal El Tiempo pour créer La Razón, où il défendra avec rigueur et courage la position des ouvriers et la réforme universitaire.
Lors du coup d'État civil de Augusto Leguía le 4 juillet 1919, le journal sera saboté et la nouvelle dictature essaiera de neutraliser José Carlos et César Falcón en leur offrant des bourses pour aller en Europe. José Carlos en Italie et César Falcón en Espagne. C'est une sorte d'exil caché avec l'euphémisme. L'exil de José Carlos durera 4 ans, c'est-à-dire jusqu'à 1923, et cela représentera un itinéraire de connaissance de la réalité européenne de l'après-guerre, de nombreuses lectures, de développement de sa formation idéologique. Il parcourira, à part l'Italie, pays où il sera résident, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Le séjour européen signifie aussi son adhésion claire et sans aucune ambiguïté au marxisme. La capacité d'observation de José Carlos lui servira pour comprendre les événements clés de cette période. Par exemple, le congrès du Parti socialiste italien, qui donnera origine au Parti communiste italien, les grèves dans l'Italie du Nord, la politique économique mondiale, la difficile et dangereuse situation allemande, la chute du gouvernement soviétique hongrois et la naissance du fascisme italien. Tous ces faits seront exposés dans ces articles publiés dans le journal El Tiempo et qui seront recueillis plus tard dans un ouvrage intitulé Cartas de Italia. Peut-être que José Carlos est un des intellectuels latino-américains qui mieux a compris le phénomène fasciste. Dans un article de La Escena Contemporanea, il affirme, en faisant un parallélisme entre Gabriele D'Annunzio et le phénomène fasciste, que ce dernier est dannunzien. Cela pour comprendre le geste du fascisme, son attitude envers le nationalisme et une certaine théâtralisation. L'Italie, pour José Carlos, est un laboratoire politique extrêmement intéressant et en même temps contradictoire, où l'instrument de classe de la bourgeoisie italienne, c'est-à-dire le fascisme, est en train d'avancer dans tout le pays avec le but d'écraser et d'effacer la révolution. À Gênes, il créera avec d'autres camarades péruviens la première cellule communiste avec l'objectif d'organiser les luttes ouvrières. En 1920, il se mariera avec Anna Chiappe, une Italienne de Sienne. En 1923, il retournera au Pérou et il retrouvera la dictature de Leguía et un contexte de soi-disant modernisation du pays à travers les investissements du capital impérialiste états-unien. On doit dire que dans ce cadre, la pénétration impérialiste sera très forte comme elle ne l'avait jamais été avant. Il deviendra un très efficace conférencier dans les universités populaires González Prada, où il fera un cycle avec le titre « Historia de la crisis mondiale ». Il travaillera aussi dans la revue Variedades en publiant des articles sous le titre de « Figuras y aspectos de la vida mundial », où il exposera ses opinions et son regard sur l'Europe. Lors de la déportation de Aya de la Torre, il deviendra directeur de la revue Claridad et il soutiendra la création de la Editorial Obrea Claridad, une maison d'édition pour pouvoir diffuser les idées marxistes. Il continuera avec ses collaborations journalistiques avec Variedades et Mundial sous l'intitulé Peruanicemos al Perú. En octobre 1925, il créera avec son frère sa propre maison d'édition, qui sera d'ailleurs très importante pour pouvoir diffuser ses livres, c'est-à-dire l'éditorial Minerva, où il publiera son premier essai, La Escena Contemporanea, et la revue culturelle Amauta, une des très importantes revues culturelles en Amérique latine, avec Sur en Argentine. Cette maison d'édition donnera une importante contribution pour la diffusion de sa pensée. En 1926, il adhère à l'APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. C'est un mouvement anti-impérialiste créé par Aya de la Torre au Mexique.
mais sa permanence dans ce mouvement ne sera pas longue à cause des divergences avec la position caudilliste et opportuniste de Aya de la Torre et les idées de direction du mouvement, c'est-à-dire du front unique au parti unique. La conséquence de cette rupture mènera José Carlos à son rapprochement avec la Troisième Internationale. La revue Amauta se déclarera socialiste en septembre 1928. Un mois plus tard, il créera le Parti socialiste, mais ce nom ne voulait pas être reconnu par la Troisième Internationale. C'est dans cette année qu'il publiera une des œuvres les plus brillantes de l'hétérodoxie marxiste latino-américaine, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne, publiés ici en France il y a beaucoup de temps par François Maspero. Moi, je me suis occupé de la traduction du texte, et traduction qu'un ami, Amérique Moinville, m'avait demandé. C'est un peu curieux qu'un Péruvien de langue maternelle espagnole puisse traduire vers le français. C'est comme résultat que je pense qu'Amérique a passé plus longtemps à corriger mon français que moi à traduire de l'espagnol vers le français. D'autant plus que, et ça c'est un des aspects que j'aimerais souligner dans cette conversation, que j'avais lu José Carlos quand j'étais jeune, comme beaucoup de jeunes péruviens. J'avais lu Défense du marxisme à l'époque, j'avais compris peut-être 10% parce qu'il est très axé sur les questions européennes et particulièrement belges. Maintenant, l'ironie du fait, c'est que j'habite en Belgique, j'ai aussi la nationalité belge, ce qui explique que je suis un des membres du Parti communiste belge. Et alors j'étais particulièrement impressionné sur l'aspect formel, sur la qualité de l'espagnol de Mariátegui. Vraiment, jusqu'à cette traduction-là, je me croyais moi avoir un bon espagnol, mais j'ai sorti avec un complexe d'infériorité quand je vois la finesse, la richesse. Vraiment, c'était un travail fou que j'espère reconnaître un jour, d'essayer de traduire à un niveau approximatif ce qu'il a dit en espagnol. Mais non seulement sur l'aspect formel, mais sur le contenu, et ça c'est l'autre grand dossier. Mariátegui s'est occupé d'un Belge, essentiellement, c'est presque autour de lui qu'est l'essentiel de son livre, Henri Deman. Henri Deman qui finit comme collaborateur de l'occupation nazie en Belgique, mais qui était le fondateur du Parti ouvrier belge, donc du Parti socialiste belge, une évolution que certains social-démocrates ont connue en Europe d'ailleurs à l'époque. Mais ça risque peut-être de choquer à quelqu'un, j'ai découvert aussi qu'Henri Deman c'était aussi un grand créateur, on ne peut pas nier, c'était un réactionnaire avec des positions tout à fait critiquables, mais avait, je crois, en commun avec Mariátegui, un esprit d'imagination, de création, d'un mot que tu as employé qui me semble très pertinent ici, c'est l'hétérodoxie. Aucun des deux était des orthodoxes. Et alors, d'autant plus un adversaire idéologique avec cette qualité d'imagination, et Mariátegui s'est occupé et je crois que largement il a battu dans tous les côtés. Je me suis occupé un peu à lire Henri Deman, et c'est pour ça que je me permets de dire que aussi c'était un écrivain de qualité, un penseur de qualité, et qui vient d'un pays comme la Belgique, dont Mariátegui s'est occupé aussi d'analyser la production des autres Belges, parce que la Belgique à l'époque jouait un rôle relativement important. Mariátegui disait que la Belgique était un peu un point d'arbitrage, un peu ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Une des caractéristiques très intéressantes de ces livres, c'est l'aspect prémonitoire. Il esquisse des situations que nous vivons maintenant. Il disait que Bruxelles c'était un peu le point d'équilibre entre Paris et Berlin, qui devait jouer une sorte de situation qui n'engageait pas ni l'un ni l'autre. Et alors, un deuxième mot employé pour lui, en plus du mot hétérodoxie, c'est le mot fièvre, qui m'a paru aussi très pertinent.
Je crois que c'est la blessure de Mariátegui qui explique cette passion pour l'apprentissage, pour la réflexion, pour la culture, cette fièvre. On ne peut pas les comprendre autrement. Actuellement, au Pérou, il y a je ne sais pas si vous le connaissez, il y a un prêtre belge qui s'appelle Sylvain Thyssen, qui vient de finir un livre sur Mariátegui. Et il m'a raconté, et je ne savais pas, malgré que je suis fils de quelqu'un qui a connu José Carlos, je ne savais pas que Mariátegui n'avait même pas fini son école primaire. Mais quelqu'un, quand vous lisez la qualité de ses analyses, je parlais déjà de son langage, etc. Alors, Thyssen me disait que c'est cette maladie qui a fait que lui, qu'il était amateur des sports, des activités physiques, a dû être réduit pratiquement à la réflexion, au silence, à la lecture, à beaucoup de lectures. Tu l'as présenté comme philosophe, mais il était aussi, peut-être surtout politicien aussi, Mariátegui. C'est un activiste du syndicalisme, du mouvement paysan même, de la création du Parti communiste, etc. Et alors, pourquoi la Belgique, je disais tout à l'heure, et pourquoi Henri Demain? Parce qu'Henri Demain se permet, d'une manière un petit peu arrogante, de dire qu'il allait pratiquement liquider le marxisme. Son livre Au-delà du marxisme, c'était une manière de chercher à démontrer que Marx, sa pensée, sa philosophie était déjà périmée. À ce moment-là, nous sommes entre les deux guerres, que Marx avait une sorte de tendance au simplisme, à tout réduire à la matérialité, à ne pas accepter le rôle de la subjectivité des protagonistes des luttes sociales, qu'il était mécaniciste, qu'il s'est trompé lourdement lorsqu'il pensait que le monde allait vers la paupérisation des travailleurs, que c'était complètement faux. Et pour cela, il faisait des références notamment à l'expérience américaine, au Fordisme, au Taylorisme, etc. Et il critiquait aussi le fait que Marx, selon lui, avait commis une erreur très grave qui était celui de s'éloigner et d'être beaucoup trop critique et radical par rapport à la pensée religieuse. Et donc que cet aspect-là allait les couper des serments très importants des diverses sociétés. Alors, Mariátegui s'occupe point par point dans son livre d'abord expliquer ce que Henri Demain a dit et essayer de critiquer les positions de Demain et démonter ses analyses. Il faut dire aussi que dans les camps des proches de Mariátegui, c'est-à-dire dans les camps des gens de gauche, dans les camps du socialisme de l'époque, il avait des nuances importantes. Et il avait notamment des sujets qui méritent peut-être, et qui pour moi sont sujets à réfléchir, y compris aujourd'hui. Mariátegui, par exemple, était assez critique de ce qu'il pensait qui était une sorte de naïveté, d'une tendance à donner beaucoup trop d'importance à une démocratie formelle, au parlementarisme, au suffrage universel. Et n'oublions pas qu'en Belgique, c'est un pays où la lutte du suffrage universel était d'une grande importance. La première grève générale qui existait dans l'histoire belge, c'était pour le suffrage universel. Et c'était justement le Parti belge qui s'est lancé dans cette bataille. Et Mariátegui, d'ailleurs, il y a pas mal de secteurs de la gauche radicale, pas seulement maintenant, mais des dernières décennies, qui ont critiqué cette orientation électoraliste, cette croyance que par le parlementarisme peut être un instrument important pour un changement radical de la société. Et alors, il y a des choses très intéressantes dans tous les débats de Mariátegui, parce qu'il se permet, par exemple, d'être
je dirais même critique par rapport à des figures comme Jean Jaurès, qui était selon lui un grand tribun, évidemment, des qualités éthiques qui n'ont aucune discussion, mais qui était un de ceux qui était très lancé vers une orientation électoraliste et parlementaire et de beaucoup trop croire dans les suffrages universels. Et de ce point de vue, il prenait plutôt position pour Jules Guesde, je ne sais pas comment on prononce, et qui était aussi dans les débats de l'époque des positions plus radicales, etc. Et donc, je pense que dans les questions de contenu, Mariátegui, cette question du suffrage universel, c'est un des sujets qui mérite discussion, parce qu'effectivement, il sort d'une orthodoxie pour avoir des positions qui sont, disons, un peu en dehors des sentiers battus de l'époque, que la gauche disait, bon, notamment lorsqu'il y avait les suffrages censitaires, etc., qu'il fallait s'en opposer. Et il y a aussi la critique qui est faite à la conception d'une certaine violence de la lutte des classes. Henri Lehmann critiquait à Marx cet attachement à la confrontation au lieu d'aller vers des situations qui pourraient être plus d'un traitement des négociations, des dialogues entre les forces sociales pour éviter ces confrontations violentes. Et disait que c'était la preuve d'une absence de tout contenu spirituel ou d'importance à la subjectivité des théories marxistes. Et là, encore une fois, Mariátegui me semble assez original et assez hétérodoxe. Il donne une importance, je dirais peut-être parfois un petit peu excessive. Je ne sais pas si ici nous avons heureusement des spécialistes qui ne sont pas que des traducteurs du texte comme moi, mais qui sont allés beaucoup plus loin dans mes analyses de la pensée de Mariátegui. Il disait qu'au contraire, que le marxisme, la lutte syndicale et la lutte des travailleurs gagnaient en qualité justement parce qu'il y avait un contenu spirituel très important, psychologique très important, subjectif très important. Et quand je disais qu'il allait très loin, il y a un des moments par exemple, qu'il parle de l'espérité des militants et il compare la bataille de Rosa Luxembourg, bataille héroïque que nous la connaissons tous, assassinée d'ailleurs avec la complicité de la social-démocratie allemande, et une des créatrices et directrices du mouvement spartakiste. Alors il compare les lettres de Rosa Luxembourg avec celles de Thérèse d'Avila, comme ce qui était tous les deux reflétaient un ascétisme, une spiritualité. Mais la nuance dans le cas de Mariátegui, c'était qu'il disait que cette spiritualité se forge dans la lutte des classes. Mystique. Voilà, une mystique, tout à fait. Donc il y a vraiment des choses. Alors, je vois ce qui est intéressant, c'est cet aspect, comme disait très bien Louise, de cette attitude vraiment créative qui n'était pas c'était la négation du catéchisme. Et pour moi, c'était particulièrement intéressant parce que très jeune, à titre personnel, j'étais un des élèves de l'école des cadres du Parti communiste à Moscou. Et j'étais à l'école des cadres de l'année 62-63. Et pour moi, c'était une expérience impressionnante. Il y avait des choses merveilleuses que j'ai connues de ce qui pour moi était le socialisme soviétique, mais il y avait des choses aussi vraiment très regrettables, lamentables, entre autres cette approche un peu catéchistique de la politique et du marxisme. Et, je crois que Mariátegui aurait souffert dans cette école-là. Non, ou peut-être il aurait profité pour aller encore plus loin, mais qu'est-ce que j'ai parlé là tout à l'heure? Ah oui, c'est des choses très curieuses, par exemple, sont plus que respect, une sorte d'admiration, une sorte d'attachement à des personnalités comme Georges Sorel, Benedetto Croce, des gens qui normalement, dans l'orthodoxie
politique, je sais pas, dans l'église marxiste ne sont pas considérés, ils n'ont pas une bonne place, bien au contraire. Mais associés aussi à des questions assez spécifiques. Dans le cas de Sorel, c'était justement la négation du parlementarisme, l'importance d'une certaine violence dans les confrontations sociales et ne pas tomber dans les pièges du suffrage universel. Alors, je crois que, en revenant à la question de la Belgique et du rôle et de la présence de la Belgique dans le travail de Mariátegui, il fait d'ailleurs une définition qui n'est pas très sympathique, je crois, pour les Belges, parce qu'il parle que c'est un pays tampon dont la taille interdit toute autonomie dans le rôle historique. Ça me paraît un petit peu excessif parce que je ne crois pas que la taille puisse nécessairement être associée à un protagonisme. Je vois qu'il y a des pays qui sont pas si grands que ça, je ne sais pas, Cuba ou Vietnam, je veux dire, des rôles très importantes. Mais il parle surtout d'un aspect qui est très intéressant et qui pour moi a contaminé à nos jours en particulier l'ensemble du syndicalisme. C'était qu'il disait que la Belgique était un pays dont les syndicalismes étaient associés à une mentalité des fonctionnaires, tout à fait respectueux des autorités établies, tout à fait disposés à faire des arrangements et des conclusions, et qui, de ce point de vue, était un pays idéal. Déjà Marx avait parlé de la Belgique comme des paradis pour le capitalisme. Et en plus, avec un pays qui avait une situation dont c'est un pays bilingue, avec deux cultures tout à fait contrastées, et qui pouvait être, et ça c'est une chose très très intéressante, que quelques décennies après s'y sont confirmés, les pays modèles pour un projet européen. N'oublions pas qu'à l'époque déjà, il y avait commencé tous les discours sur une manière d'aller vers une confédération, la création même des États-Unis d'Europe. Donc ils sont des idées qui viennent bien avant déjà les pactes européens, le pacte des charbons et de l'acier, la communauté européenne, etc. Et Mariátegui aussi, excusez-moi de parler de plusieurs sujets, mais je vois que, en tant qu'expérience de traducteur, il y a tel ou tel point qui m'ont paru intéressant à communiquer ou à susciter comme débat ou comme questionnement. C'était aussi son analyse de ce qu'était la transition des États-Unis comme une puissance industrielle en puissance financière. Et comment un pays qui était, c'était une des conséquences de la Première Guerre mondiale, un pays qui était le profil des débiteurs devient un pays de profil des créanciers et qui passe de l'exportation de sa production à l'exportation des capitaux. Et comment cette Première Guerre mondiale permet aux États-Unis d'accentuer, de consolider son influence et son domination sur les projets européens qui étaient déjà en formation, en naissance, et les permettre, y compris par rapport au Royaume-Uni, un pays toujours très, très proche historiquement aux États-Unis. Et il fait la comparaison entre les importantes différences des projections politiques des États-Unis avec l'Europe, en soulignant notamment le fait que les États-Unis, il disait, c'est un produit de la réforme protestante, parce que c'est l'immigration massive qui vient d'Angleterre, qui n'avait pas la lourdeur, le fardeau d'un héritage féodal, qui a énormément limité les perspectives de dynamisme européen, exactement le contraire, et qui permettait en même temps
formé une population qui s'est trouvée avec un pays énorme, qui, avec la liquidation de la population autochtone indigène, avait tout à sa disposition et qui n'avait aucun obstacle pour aller vers une construction, tandis que l'Europe, disait lui dans une réflexion qui me paraît tout à fait opportune, l'Europe était un pays où chaque pays gardait à l'intérieur des frontières des classes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'ascension sociale, tandis que l'Amérique, c'était le but de l'American Dream, que n'importe qui pouvait devenir un grand possédant, un grand un milliardaire, dirait aujourd'hui M. Macron. Et cette grande différence qui assurait pour les États-Unis toute une perspective de dynamisme tout à fait différente pour l'Europe. Et très intéressant aussi à signaler un détail dans les analyses de Mariátegui, c'est justement dans cette évolution d'un pays industriel à un pays financier, de l'affaiblissement de l'économie, de l'industrie en faveur de l'industrie de la finance, et le rôle du serment du capitalisme juif. Et le fait que c'est un capitalisme très associé à tout ce qui était justement l'activité, la gestion de la richesse, la gestion de l'argent, et qui avait une tendance à un certain expansionnisme. Et que, bon, des choses qui, bon, qu'aujourd'hui peut-être je pouvais avoir des risques si M. Manuel Valls s'occupait à lire ces commentaires-là. Bon, heureusement, ce n'est pas les gens de littérature que Valls va lire, mais il faisait une réflexion sur le mariage entre ce capitalisme juif et le puritanisme hérité de la présence anglaise. Des choses vraiment particulièrement intéressantes et qui, par exemple, il commentait le fordisme et pourquoi Ford était antisémite. Ce n'était pas pour des questions de racisme, mais c'était parce que lui, il s'opposait justement dans un long moment à la bataille qu'il avait contre le capital financier, parce qu'il était un grand leader du capital industriel. Et puisque le capital financier avait une présence juive importante, c'est là que Ford écrit son fameux livre, un livre très dur, très violent contre les juifs et la présence, une sorte d'hégémonie qui a commencé du capitalisme juif aux États-Unis. Mais c'était pas pour une question de philosophie raciste, mais simplement il y avait déjà une sorte de lutte des classes, si j'ose dire, parmi ces couches importantes. Je ne sais pas si je suis trop long. Peut-être qu'on va comment faire à 8h10 passer la parole à la salle, peut-être. Oui. Bon, encore sur 3 minutes, 3 ou 5 minutes. Et alors il y a une chose très intéressante, c'est sur la montée du fascisme. À l'époque, autant en Allemagne dans sa version hitlérienne qu'en Italie. Et comment est-ce qu'on peut dire, les transferts d'un conflit qui était considéré à l'époque un conflit entre Moscou et Rome, et qu'il dit que c'est tout à fait anecdotique et passager, que le vrai conflit qui s'installe, c'est celui entre New York et Moscou. Et c'est des choses qui ont pu être, disons, prouvées dans la réalité. Alors, peut-être pour finir, dans les questions, les commentaires sur l'homme des maladies, c'est cet aspect donc de la phrase d'ailleurs que Luis a très bien fait définir en disant que le socialisme sera une création héroïque et ne sera pas calco ni copia, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on dit calco en français, mais calco, je pense. Que ça ne sera pas copier-coller, ça sera la création de chaque réalité. Et je vois que sa vie était ça.
c'est sa maladie qui l'a amené à cet énorme appétit des cultures, mais c'est aussi sa maladie qui a fait qu'une personnalité de sa taille est morte à 35 ans, pas encore 36 ans. Et après avoir écrit plus d'une dizaine de bouquins, avoir organisé des syndicalismes, avoir créé les partis communistes, et tout en chaise roulante. Merci. Je voudrais tout d'abord féliciter les éditions d'Elga pour avoir eu l'idée de publier ces livres de Marietegui. Pourquoi? Parce que on a une idée de Marietegui comme l'auteur d'un livre qui s'appelle Les 7 essais sur la réalité péruvienne, qui est effectivement un livre très important. C'est probablement la première tentative d'analyse marxiste d'une société. Bon, c'est peut-être jusqu'à maintenant un des livres les plus intéressants dans l'histoire du marxisme latino-américain. Mais je pense que si on réduit Marietegui à simplement l'auteur de ces livres, et c'est le seul livre qui avait été traduit en français il y a très longtemps aux éditions Maspero, on a une vision trop réduite du personnage, qui est à mes yeux un personnage gigantesque, qui a pensé le Pérou, l'Amérique latine, mais aussi le marxisme, le socialisme, la lutte des classes dans une perspective universelle. Et bon, il est mort très jeune, comme vous avez vu, à 36 ans, mais je dirais, il est comme une espèce de comète fulgurante qui traverse comme ça le ciel, disons, au début du XXe siècle. Et je dirais qu'il est tout à fait comparable aux grands penseurs marxistes de son époque, aux grands théoriciens ou philosophes marxistes de son époque, des années 20, disons. Je trouve qu'il est comparable au jeune Lukács, au jeune Gramsci, au jeune Walter Benjamin, dans leurs écrits des années 20. Il y a des ressemblances étonnantes, sans connaître la preuve que, très probablement, il n'a pas connu les écrits d'aucun de ses auteurs. Donc il y a une convergence, une affinité étonnante. Bon, dans la préface au livre d'Antonio Melis, le compare avec Gramsci. Il dit qu'il y a des coïncidences étonnantes, des affinités étonnantes avec les écrits de Gramsci, et je pense que le même vaut pour le jeune Lukács, le jeune Ernst Bloch et Walter Benjamin. C'est très frappant, les écrits de Walter Benjamin sur le surréalisme, les écrits de Marietegui sur le surréalisme. Il y a des coïncidences étonnantes. Donc c'est, pour moi, Marietegui, c'est un des grands penseurs marxistes du XXe siècle, qu'il faut mettre à égalité avec ces géants du marxisme des années 20. Et ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte parce que, bon, on a cette vision, Marietegui, oui, c'est l'auteur d'un livre très intéressant sur le Pérou, ce qui est vrai, mais il est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Et cette grandeur, disons, de Marietegui est présente dans plusieurs de ses écrits, de ses essais, de ses articles. C'est un essayiste, pas quelqu'un qui construit un système philosophique, c'est un essayiste. Et aussi, bien entendu, dans ces livres que nous avons maintenant en français. Mais pas uniquement, pas uniquement ces livres. Toute une série d'essais des années 20 qui sont très, très intéressants. Bon, alors, ces livres, déjà l'histoire de sa publication montre un peu la difficulté de faire accepter la pensée de Marietegui. Bon, il n'a pas pu être publié de son vivant parce qu'il est mort en 1930. On l'a publié en 1934 dans une édition tronquée, partielle. Il a fallu attendre 1959 pour qu'apparaisse finalement une version intégrale du livre. Et il a fallu attendre 2014 pour qu'il paraisse en français. Bon, vous voyez un peu le retard qui a pris la réception de Marietegui, y compris au Pérou et évidemment en Europe, en France. Bon, alors, cette réception partielle, tronquée, tardive, etc., bon, je pense qu'elle n'est pas tout à fait le fruit du hasard. Je pense qu'elle a deux raisons. La première, c'est que c'est un penseur latino-américain, donc quelqu'un de la périphérie
quelqu'un d'un pays lointain, qu'on ne sait même pas où il est dans la carte, le Pérou, etc. Bon, c'est pas un penseur allemand, français. Bon, donc il y a cet aspect, c'est quelqu'un du tiers-monde. Et l'autre aspect, c'est que c'est un penseur profondément hétérodoxe. Hein, comme l'a très bien dit Luis, et aussi Vladimir. Un penseur profondément hétérodoxe, marxiste, bien sûr, mais c'est un marxisme sui generis, hein, qui n'est pas évidemment le marxisme de la Deuxième Internationale, mais ce n'est pas non plus le marxisme officiel de la Troisième Internationale, avec lequel il avait pas mal de désaccords. Bon, alors, bien, le livre se présente comme une polémique contre Henri de Man et, dans une bonne mesure, avec marxisme. Bien, je dirais, c'est un peu comme les polémiques du jeune Marx avec Max Stirner. Bon, qui sait aujourd'hui qui est Max Stirner? Presque uniquement les gens qui lisent Marx et découvrent qu'il y a un certain Max Stirner contre lequel... Bon, je ne sais pas si c'est exactement le cas de Henri de Man, en tout cas, c'est le cas du marxisme. Bon, donc, Mariátegui est quand même quelqu'un de beaucoup plus important que ces auteurs contre lesquels elle polémique, parce qu'à l'époque, bon, ils avaient une certaine importance. Bon. Alors, pourquoi le marxisme de Mariátegui, où se manifeste cette profonde hétérodoxie, disons, de Mariátegui dans ses livres, hein, je vais parler maintenant de ses livres. Bon, je dirais d'une façon générale, Mariátegui est un marxiste romantique, hein, un marxiste romantique. Bon, je ne peux pas expliquer maintenant qu'est-ce que ça veut dire, mais bon, nous allons voir un peu dans disons, les aspects plus concrets comment ça s'est traduit. Bon, tout d'abord, c'est un marxiste anti-positiviste. Ça ne va pas de soi, parce que une bonne partie du marxisme officiel de la Deuxième Internationale, et même une partie de la Troisième, etc., bon, a été contaminée par le positivisme, notamment en France, hein, où le positivisme a un poids énorme, hein, un poids énorme dans la culture française, depuis Auguste Comte, Durkheim jusqu'à aujourd'hui. Bon, donc, Mariátegui, c'est un marxiste anti-positiviste qui, et c'est un thème qui revient hein, constamment dans ce texte, il dit, bon, les marxismes dépassent les bases rationalistes et positivistes du socialisme réformiste. Hein. Et là, il va s'intéresser aussi à Sorel. Pourquoi? Parce que Sorel représente dans le socialisme de l'époque disons, cette dynamique anti-positiviste. D'ailleurs, c'est intéressant que Sorel a été une référence très importante pour le jeune Gramsci, pour le jeune Lukács, pour le jeune Walter Benjamin. Hein, c'est encore un point de rencontre. Hein. Tous se sont appuyés sur Sorel pour combattre le marxisme positiviste, etc. Donc voilà, Mariátegui fait partie de cette constellation de marxistes soréliens, disons, entre guillemets. Bien. Alors, donc, antipositivisme, par exemple, notre passage du livre, il dit, bon, il dit, la banqueroute du positivisme et du scientisme, en tant que philosophie, n'entraîne absolument pas celle du marxisme. Parce que le vrai marxisme n'est pas positiviste et scientiste, c'est un marxisme, disons, qui, disons, le marxisme, un certain marxisme orthodoxe risque de tomber dans la même banqueroute que le scientisme et le positivisme, mais pas le vrai marxisme, le marxisme révolutionnaire. Bon, et puis, autre passage, je donne quelques exemples. Bon, il polémique contre le marxisme parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle La science de la révolution. Bon, et nous touchons ici, dit Mariátegui, à une erreur fondamentale, sa répudiation de la philosophie et sa conviction mystique que tout est réductible à la science et que la révolution socialiste n'a pas besoin de philosophes mais des techniciens. Bon. Et il les compare avec Enrico Ferri, qui était un social-démocrate, socialiste du XIXe siècle, positiviste d'une façon absolument grotesque, on pourrait dire. Bon. Voilà, donc ça c'est un premier vecteur du marxisme de Mariátegui, c'est cette polémique virulente contre les positivismes et contre la tentative de
réduire le socialisme ou le marxisme à une science, entre guillemets, à une science comprise dans le sens positiviste. Bon, en même temps, c'est un marxisme antidéterministe, contre l'idée que bon, l'histoire est déjà déterminée par les lois de l'économie, etc., etc. Bon, une vision qui avait pas mal de poids dans un certain marxisme officiel. Bon, et il a dit, le marxisme, là où il s'est montré révolutionnaire, et il pense à la Russie, c'est l'exemple, la révolution russe, c'est-à-dire vraiment marxiste, parce que le vrai marxisme est révolutionnaire, n'a jamais obéi à un déterminisme passif et rigide. Parce que, comme a été dit, les conceptions déterministes conduisent à la passivité, hein, puisque tout est déjà déterminé par la loi de l'économie, par les forces productives, leurs contradictions, etc., etc. Bon, on n'a qu'à attendre que ces contradictions conduisent à l'écroulement du capitalisme, donc ça conduit à la passivité. Bien. Et donc, la conséquence qu'il tire de cette critique du positivisme, du scientisme, du déterminisme, etc., c'est quelque chose que j'appellerais un marxisme volontariste. Un marxisme volontariste. Une façon radicale, extrême, parfois peut-être un peu extrême, hein, excessive, mais c'est, disons, pour s'opposer, disons, à cet aplatissement déterministe, scientiste, réformiste, souvent, du marxisme. Donc, volontariste, ça veut dire quoi? Bon, je donne quelques exemples. Eh bien, la morale, il parle de la morale du producteur, c'est un concept qu'il a emprunté à Sorel, hein, la morale du producteur, l'éthique révolutionnaire. Bon, elle ne surgit pas mécaniquement de l'intérêt économique, elle se forme dans la lutte des classes, menée avec une volonté passionnée et héroïque. Donc la volonté, c'est quelque chose d'essentiel dans la lutte des classes et dans l'éthique socialiste, l'éthique des producteurs. Bon, autre passage typique. Bon, les intellectuels qui critiquent le marxisme le définissent comme un produit de la mentalité mécaniciste du XIXe siècle, et non comme il est effectivement une conception héroïque et volontariste. Héroïque et volontariste. Les deux choses sont souvent ensemble avec chez Maïti. Et encore un exemple. Dans la Révolution russe, hein, et dans les écrits de Marx et dans la Révolution russe, chaque parole, chaque acte du marxisme a un accent de foi, des volontés, des convictions héroïques et créatrices qu'il serait absurde de réduire à un médiocre sentiment passif et déterministe. Donc le volontarisme s'oppose à la passivité de ceux qui attendent, disons, que le processus déterminé conduise au socialisme, au progrès, etc. Bon. Donc cette idée qu'il faut de la volonté pour agir. Cette idée, c'est un peu la philosophie de la praxis aussi. Bien. Alors, ces caractères volontaristes, est-ce qu'il est compatible, est-ce qu'il n'est pas compatible avec un certain réalisme? Bon, parfois, Maïtegui a l'air de dire que oui, la volonté socialiste ne s'agite pas dans les vides, elle n'ignore pas la situation préexistante, ne s'illusionne pas avec pouvoir la changer avec des appels au bon cœur, etc. Bon, donc il faut, la volonté n'agit pas dans le vide, elle prend en considération la situation préexistante. Mais parfois, bon, il a un peu tendance, disons, à sauter, disons, un peu dans le vide, justement. Et comme dans un passage très curieux,
où il va se référer à une formule de Miguel de Unamuno. Alors, Miguel de Unamuno était un socialiste espagnol après converti au catholicisme, mais qui intéressait beaucoup Mahathiri, avec lequel il a dialogué, il y a un échange de lettres, etc. Bon, il se réfère souvent à Miguel de Unamuno. Et il cite une phrase de Unamuno que Unamuno aurait attribuée à Lénine. Hein? Bon, alors, on attribue à Lénine une phrase qu'exalte Unamuno dans son livre L'agonie du christianisme. Celle que Lénine prononça en réplique à quelqu'un qui lui faisait les reproches d'aller contre la réalité. Tant pis pour la réalité, répliqua les Russes. Hein? Et après dit, le marxisme n'a jamais obéi à un déterminisme passif. Bon, évidemment, Lénine n'a jamais dit tant pis pour la réalité. Hein? Et c'est curieux que Lukács reprend cette idée. Je ne sais pas d'où elle vient. Hein? Lukács, dans un texte de jeunesse, un peu gauchiste, disons, entre guillemets, dit oui, mais Lénine a dit tant pis pour la réalité. Non, Lénine n'a jamais dit tant pis pour la réalité. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein? Il faudrait trouver, peut-être la presse lui attribue un jour ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, évidemment, ça ne correspond pas à lui. Hein? Bien. Donc, voilà, un marxisme antipositiviste, antidéterministe, volontariste, à l'extrême, un marxisme où la dimension éthique est fondamentale, hein, d'où sa polémique avec Henri Desmarques qui prétend qu'il n'y a pas d'éthique dans le marxisme. Hein. Donc, une conception éthique qui a ses racines dans la morale des producteurs et surtout dans la lutte des classes. Hein. C'est dans la lutte des classes qui surgit l'éthique socialiste, l'éthique prolétarienne, l'éthique révolutionnaire. Hein. Et, bon, maintenant, il y a encore un pas de plus dans le mouvement, disons, hérétique de la comète Mahathiri, c'est son intérêt pour la religion. Hein, je pense que Vladimir a mentionné son intérêt pour la religion. Il y a une espèce de religiosité chez Mahathiri, mais c'est une religiosité athée. Hein, ce n'est pas la religiosité traditionnelle. Bon. Alors, tu as cité la comparaison entre Rosa Luxembourg et Thérèse d'Avila, très étonnante, mais il y a d'autres passages. Hein. Bon, par exemple, à nouveau, il va citer Unamuno en disant j'ai eu une discussion avec Unamuno, Unamuno avait critiqué Marx, je lui ai répondu, et finalement, Unamuno m'a donné raison en disant que Marx n'a pas été un professeur, mais un prophète. Hein, au sens biblique. Donc, voilà, acte à Unamuno, un croyant catholique qui reconnaît que Marx était un prophète. Bon, mais d'une façon récurrente, surgit dans le texte cette idée que, bon, les révolutions ont quelque chose de religieux. Hein. Bon, il parle par exemple de la révolution russe. Il dit, il y a un professeur français qui visitait les écoles russes, il disait, l'enseignement marxiste lui semblait religieux. Bon, c'était une critique sans doute de la part de ces professeurs laïcs, mais pour Mahathiri, c'est un éloge. Hein. Donc Mahathiri ajoute, si le matérialiste vit et professe sa foi matérialiste religieusement, il ne pourrait pas être opposé à l'idéaliste. Et Unamuno ajoute, etc., etc. Bon, donc, il y a une façon religieuse de vivre son matérialisme. Pas comme un dogme, il ne s'agit pas de religion comme dogme, mais religion comme foi. Hein. Il y a cette idée, le matérialisme, le marxisme, la révolution implique la foi. Hein. Mais ce n'est pas la foi religieuse traditionnelle de Dieu, c'est un autre type de foi séculaire, matérialiste, profane, une religion athée. Hein, c'est une espèce de religion athée. Bon, et il y a d'autres passages où la révolution est un acte de foi et de volonté. Bon, voilà. Donc, ce sont quelques exemples de cette hérésie marxiste profondément révolutionnaire. Hein. Ce n'est pas une hérésie révisionniste, ce n'est pas le révisionnisme, hein, c'est pas
une distanciation par rapport à l'orthodoxie pour aller se réconcilier avec le système, mais c'est une hérésie dans un sens, disons, révolutionnaire, volontariste et antidéterministe. Bon, voilà un peu. Bon, j'appelle ça le romantisme parce que, dans le romantisme, il y a cette référence à des valeurs ou des éléments culturels précapitalistes, liés par le capitalisme, comme, disons, inspiration pour une pensée révolutionnaire tournée vers l'avenir. Hein? Non tournée vers le passé, mais vers l'avenir. Bon, voilà, j'espère que je n'ai pas dépassé mon temps. Voilà quelques disons, aspects de cette œuvre qui est passionnante. Et encore une fois, merci beaucoup aux éditions Delta de nous avoir traduit ça en français. Moi, j'ai une question au traducteur ou à l'éditeur. Écoutez, j'ai un petit problème, mais ce n'est pas de votre faute, hein, c'est dans l'original espagnol aussi. Page 69, il y a une note. Alors, ça commence comme ça. Sorel, la page 68, il y a une citation de Sorel. L'économie politique libérale, disait Sorel. Ensuite, quant à Croce, ces derniers n'expliquent pas, etc., etc. Il y a la citation de Croce. Mais la note renvoie à Sorel. Alors, soit... Oui, mais elle est dans l'original espagnol. Je vais vérifier. Bon, alors, il faut vérifier si cette deuxième citation est de Croce et il manque une note, ou si c'est Sorel qui cite Croce. Peut-être, hein, peut-être c'est Sorel qui cite. Bon, un jour vous n'aurez rien d'autre à faire. Donc il faudra trouver. J'ai eu la version papier originale et la version informatique. Je vois que j'ai respecté. Non, c'est pas la faute du traducteur. Hein. C'est l'édition originale. Il faut peut-être aller voir les livres de Sorel pour voir. Sorel, oui. Généalogie. Alors moi j'ai deux remarques à propos du style de Mariátegui. C'est un style, comme Vladimir a dit, très riche, très persuasif, très efficace, plein d'italianisme et de mots français. C'est-à-dire qu'il avait une très grande prédilection pour ces deux langues. Il avait appris aussi d'autres langues. Il lisait de l'allemand, je pense l'anglais, l'italien et le français. Alors, pour donner, je pense, cette efficacité à son discours, il introduit des termes français et italiens. Et la deuxième chose que maintenant je demande à Michael Levy, c'est l'importance de l'influence de José Carlos Mariátegui et surtout à travers les 7 essais d'interprétation de la réalité péruvienne sur la pensée de Che Guevara. Que ça m'intéresse vraiment beaucoup et je sais que vous êtes un des plus grands spécialistes de Che Guevara, de la pensée Guevara. Et alors, je profite de l'occasion pour vous le demander. Oui, alors, malheureusement, c'est difficile de répondre d'une façon précise sur cette question. On est sûr que, que Che Guevara connaissait des écrits de Mariátegui. Entre autres parce que sa première campagne était péruvienne et mariáteguiste. Hein. Donc elle a certainement introduit à la pensée de Mariátegui, lui a donné des livres à lire et et on sait qu'à Cuba, après les premières années de la Révolution, on a commencé à rééditer Mariátegui à Cuba, à diffuser ses idées, etc. Donc on peut être sûr que Che Guevara connaissait Mariátegui. Et il y a plusieurs points où on peut pointer, je ne sais pas si c'est une influence, mais en tout cas une coïncidence, par exemple sur l'idée qu'en Amérique latine, la seule alternative à la domination impérialiste sur le continent, c'est une révolution socialiste.
hein, une idée forte que Guevara va exprimer à plusieurs reprises et qui se trouve déjà chez Mahategui. Hein. Juste pour donner un exemple. Un autre exemple, bon, l'importance que donnait Mahategui aux paysans indigènes comme sujet révolutionnaire en Amérique latine, contrairement à un certain marxisme orthodoxe pour lequel il n'y a que les ouvriers d'usines industrielles, etc., qui peuvent être le porteur de la révolution. Bon, ça, on retrouve, évidemment, sous une forme un peu différente chez Che Guevara. Donc, on peut montrer de liens, des éléments de continuité, des affinités, etc. Mais c'est difficile de dire, bon, exactement quel écrit, qu'est-ce qu'il avait lu, il n'y a pas de référence directe. Bon, donc, on doit se limiter à des hypothèses. Je me permets d'ajouter un détail que peut-être je peux confirmer le fait qu'effectivement Che connaissait bien Mariátegui et sa pensée. Je ne sais pas si vous avez vu, sûrement vous avez vu le film où Mariátegui a un moto, tout est appelé, Che Guevara des motos, ça s'appelle comment le film? Diario de la motociclette, voilà. Il y a un moment donné, dans le Diario de la motociclette, il y a Che qui arrive au Pérou. Il rencontre un médecin péruvien, ça vous dit? Quel médecin qui était beaucoup plus beau que celui que j'étais dans le film, parce que je l'ai connu personnellement. Hugo Peche était celui qui a accueilli Mariátegui, qui s'intéressait à une maladie très triste, la lèpre. Et Hugo Peche, c'était un grand scientifique d'origine italienne, péruvien d'origine italienne, les découvreurs de Basile Péché, d'ailleurs, qui s'appelle comme ça, et qui a accueilli donc les jeunes médecins, José Carlos Mariátegui, et qui l'a amené à avoir son expérience en tant que médecin dans son, je ne sais pas comment se dit en français, le prosorio, les léproseries, les prosères. L'hôpital Kepu des lépreux. Ou d'ailleurs, j'ai rencontré, quand j'étais en Amazonie, excusez-moi de raconter des anecdotes comme ça, une nonne un peu âgée qui a connu le Che dans les léproseries et qui me parlait d'une personne tellement gentille, tellement pleine de bonté. Et je me souviendrai toujours, elle diminue sa voix, elle baisse sa voix pour me dire, presque en cachette, sans savoir à qui elle parlait, mais il était communiste. Et alors, ce rapport, il y a aussi un autre détail, que le fils de Péché est allé à Cuba, dès la révolution cubaine, Hugo Peche, le fils, le fils aîné de Hugo Peche, et quand il est venu avec une dédicace que je l'ai vue dans mon yeux, parce que l'autre frère, l'architecte Javier Peche, l'autre frère, et que je le connais presque par cœur, cette dédicace, a Hugo Peche, el hombre que sin saberlo decidió el destino de mi vida. J'ai cette dédicace dans mes mains. J'avais créé au Pérou un centre d'études amazoniques, Hugo Peche, et malheureusement, après les coups d'État, cet livre est disparu. C'était manuscrit, et c'est en quelques mots, le rapport entre les Che, Peche, et sûrement Mariátegui, puisque Peche c'était le grand copain d'ailleurs qu'il est allé. Peche était membre du comité central du Parti communiste péruvien qui est allé à Montevideo, à la réunion du Parti communiste. Voilà. Ah, une question. Oui, moi j'avais une question. Vous parliez de religiosité. Je ne connais pas donc, ce livre, je le lirai effectivement après l'avoir acquis. Mais donc ça veut dire une foi et un engagement total. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion de limite? Parce que la foi, il y a quand même un côté irrationnel. Et le fait de ne pas pouvoir critiquer, je ne parle même pas de blasphème, de ne pas pouvoir critiquer parce qu'on dépasse l'humain. Donc est-ce que ça c'est traité ou c'est vraiment, comme vous dites, pas du tout dogmatique et... Écoutez, Mahategui était quelqu'un de très critique et autocritique aussi. Donc pour lui, la foi révolutionnaire n'est pas du tout contradictoire avec la critique.
la critique à la fois de l'idéologie dominante, évidemment, mais aussi des contradictions au sein du mouvement révolutionnaire, du mouvement socialiste, du mouvement communiste. Bon, c'était vraiment un esprit critique. Mais, bon, cette critique n'est pas en contradiction avec ce qu'il considère comme relevant de la foi. La foi et l'engagement, l'engagement volontariste qui implique cette foi. Voilà. Donc, voilà, c'est une religion hérétique. Voilà, c'est une religion hérétique, profane, critique. Bien. C'est paradoxal, mais Mariátegui, c'est un penseur paradoxal. Est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu sur l'anti-parlementarisme qu'on sent là-dedans, ce que vous avez dit? Je ne connais pas non plus ce livre du tout. La question me venant notamment en lien avec l'idée que vous avez évoquée à plusieurs reprises, Sorel, on sait les descendances qu'il y a pu y avoir de Sorel, ça me fait penser à la même époque à des idées on est à peu près à la même époque, on est dans les années 20-30, où il y a une tentation chez certains intellectuels, je pense notamment à Max-Paul Fouché, mais parce que j'ai travaillé dessus et c'est un peu circonstanciel. À Max-Paul Fouché, c'est complètement circonstanciel, un peu anecdotique, j'ai envie de dire, par rapport au débat, mais qui ensuite va devenir, est un résistant, quelqu'un qui a une revue, qui est la revue de la résistance littéraire à Alger, qui s'appelle Fontaine, etc., mais qui, dans les années 30, quand on regarde son journal intime, a une sorte de tentation sorelienne aussi, et puis va un peu plus loin, lui, sur des choses où il a presque une tentation de cette formule un peu étrange, mais qui est du fascisme de gauche, en disant après tout, on résistera à ce fascisme montant, mussolinien, hitlérien, etc., qu'en ayant une grande figure de la gauche qui doit être une figure mystique, et avec ce versant un peu religieux, parce que Max-Paul Fouché, à cette époque-là, est fasciné par le franciscanisme, etc. Bon. Est-ce qu'on peut faire un lien ou non? Jusqu'où va l'anti-parlementarisme de Mariátegui? Bonne question, parce que je vois que cette question aussi touche l'expérience historique et politique en Amérique latine, et notamment, je dirais, le castrisme. Permettez-moi d'être aussi un petit peu hétérodoxe, si je peux, y compris les guévarismes, qui ont été pendant un bon moment radicalement antiparlementaristes, qui ont été tout à fait dans une première phase, pour le langage strictement révolutionnaire traduit dans la lutte armée, en disant que la fameuse... Je préfère attendre qu'il finisse. Non, continue. Mais pour moi, c'est important parce qu'ils vont devoir peut-être compléter la réponse. Donc, je disais que le castrisme et le guévarisme ont été historiquement en Amérique latine des porte-étendards un très long moment de la lutte armée et de la négation justement du parlementarisme, de critiques violentes à celles. Je l'ai connu en tant que membre de jeunesse communiste du Pérou, où j'étais aussi à un moment par cette influence inclin à la lutte armée, bon, très jeune. Et c'était l'influence qui venait des Cubains directement, c'est-à-dire qu'il y avait un message messianique aussi un peu religieux, si j'ose dire, notamment avec l'importance de la figure de Castro, qui était une importance. J'ai eu l'occasion de rencontrer personnellement Castro, justement à Moscou, et par hasard, j'étais à l'école des classes, j'avais une pièce de ballet la nuit, pour rencontrer une des ballerines russes, là où j'avais 19 ans, et je suis en train de sortir du ballet, et Fidel Castro qui se promène avec un autre soldat cubain tout petit, et lui est énorme avec son grand cigare, et je les trouve dans les jardins. Là, c'est la première fois que j'ai oublié la ballerine, je suis allé courir, mais j'ai tremblé physiquement, c'est-à-dire Castro était quelque chose. Bon. Et alors, son message révolutionnaire, excusez-moi, militariste dans la lutte de confrontation, était un cas très clair d'antiparlementarisme, énormément influencé des serments importants contre la théorie de Moscou, les dictats de Moscou, les dictats de l'école des cadres, où j'étais justement, où
on parlait beaucoup de l'importance des bourgeoisies nationales, qu'il fallait essayer de trouver des formules tactiques d'alliance pour graduellement aller, et ça dans le contexte de la coexistence pacifique de Nikita Khrouchtchev, etc. Donc je crois que ta question est tout à fait opportune et correspond à ces grands débats idéologiques, mais à l'évolution du castrisme. Parce que je suis désolé, le castrisme a passé presque j'ai une énorme admiration pour Castro et pour Chavez, etc. Mais ça ne m'empêche pas d'essayer d'être un peu hétérodoxe aussi, et de ne pas les suivre mécaniquement. Mais Castro, à l'époque, qui critiquait Rosemena en Équateur et même João Goulart au Brésil, et que par après, il n'y avait pas de problème d'avoir des contacts avec Fujimori, c'était une évolution radicale, quoi. Donc, je crois que ça fait partie du débat idéologique. Une dernière réponse de Michael, et puis après on va devoir rendre la salle. Non, c'est pas exactement. Je suis d'accord avec ce que. J'avais peur que tu me corriges. Non, là où j'ai un petit désaccord, c'est. Je voudrais revenir un instant sur l'affaire Ford de l'antisémitisme. Alors, bon, disons effectivement, Mariátegui dit que le combat de Ford contre son livre contre les Juifs s'est inspiré par le combat du capital industriel contre le capital financier. Mais il dit quand même son antisémitisme provient essentiellement d'un courant d'opinion qui associe les Juifs aux banquiers. Donc, il les désigne comme antisémites. Et c'est vrai. Hein? Si vous lisez le livre Les Juifs international, moi j'ai étudié ce livre attentivement, c'est 3 gros volumes, c'est difficile à trouver. C'est un livre antisémite au sens fort. D'ailleurs, c'était un livre qui a servi de référence à Hitler. Hein. Hitler avait une énorme admiration pour ce livre et il disait Henry Ford, c'est le chef de notre parti aux États-Unis. Bon, et après il a décoré l'ordre de la médaille nazie à Henry Ford. Mais surtout, Henry Ford, bon, il critique les banquiers juifs, mais bien, ce qui est nouveau chez Ford, c'est l'idée que les juifs, c'est à la fois les banquiers et les communistes. Hein. C'est la même chose. Et il dit la révolution russe a été concoctée par les banquiers à Wall Street qui ont envoyé des juifs russes pour faire la révolution en Russie. Hein. Donc il y a tout ce fantasme du bolchevisme qui apparaît pour la première fois chez Henry Ford. Donc c'est quelqu'un qui a un rôle important dans l'histoire de l'antisémitisme du XXe siècle avec toutes ses conséquences dramatiques. Voilà. Excuse-moi, avant que tu clôtures, il y a quelqu'un qui veut poser une question. D'accord, une dernière question. On va continuer dans la hétérodoxie, malgré que l'heure est finie. On va... Oui, alors, la question. Je disais un peu pour revenir sur Che et la personne sur Pérou et Mariátegui. Je crois que les passages du Che au Pérou, c'est vrai que Peche l'a connu, qui était copain de Mariátegui. Et j'avais lu quelque part que Peche avait donné l'exemplaire du CTC. C'est Genaro Carnero Checa qui m'a donné cette information. Genaro Carnero Checa, qui est un mariáteguista, m'avait rapporté ça, qui était un autre personnage, ami de Peche et ami de Mariátegui. Mais je veux venir à un point qui est intéressant, qui est le passage du Che par Guatemala, parce que est en relation avec la vision de la contribution des populations indiennes dans la révolution. C'était le suivant. Che, il arrive à Guatemala en 1953. Il travaille pour la révolution de Jacobo Arbenz, qui était une révolution démocratique. C'était une démocratique. Et il est témoin de l'invasion et de la destruction de cette révolution démocratique qui passe en 1954. Pendant cette période, Mariátegui Che connaît, comme tu as mentionné, Madame Hilda Gadea, qui était expulsée du Pérou par le gouvernement et qui était une leader du côté de la gauche aprista. Et donc, elle est une femme très politisée. Et dans ce couple, d'après Paco Ignacio Taibo et l'information que j'ai eue à Guatemala, parce que j'ai travaillé là, est-ce que le politique dans ce couple, les stratèges, c'était Madame Gadea.
Et les jeunes motards intéressés pour traverser le continent étaient le Che. Mais ils ont vécu l'expérience de l'occupation nord-américaine du Guatemala et ils sont sortis au Mexique. Mais au Guatemala, pour les Che, il y a devenu clairement l'idée qu'il fallait défendre par la voie armée les processus, même démocratiques, comme on le sait du cas de Guatemala. Et donc, quand il arrive au Mexique, il fait partie du 26 de julio, il a déjà... Et l'autre élément, une question historique qui est en relation aussi avec Mariátegui, la lecture de Mariátegui. Luché connaissait déjà Mariátegui, étant au Guatemala, avait lu le CTC, la question indigène qui est un DCC du CTC. Et donc Mariátegui est très intéressé pour le côté indien, et c'est à ce moment-là qu'il lit toutes les chroniques de la conquête, n'est-ce pas? Les chroniqueurs Gómara, Bernal Díaz del Castillo, l'Inca Garcilaso. Et donc il a des notes là-dessus, il a écrit un livre qui est paru. Donc je pense qu'il est intéressant de voir et des derniers points. C'est très intéressant ce que vous avez dit, parce qu'il nous apporte une lecture autre que la lecture péruaniste réduite. Donc c'est une très bonne nouveauté. Il faut dire que du côté de la lecture péruvienne, il y a aussi un élargissement de la lecture de Mariátegui. Un élargissement qui contient une critique. Parce que Mariátegui, le CTC, c'est une vision qui parle seulement de la côte et de la montagne, de la sierra. Il ne parle pas, il n'a pas aucun essai où il a un traitement de l'Amazonie. Et l'Amazonie, ça fait partie, ça c'est les 66% du territoire péruvien. Donc dans l'imaginaire de Mariátegui, il n'était pas compris cette dimension-là. Donc il y a une lecture, disons, je ne dirais pas de mise à jour, mais c'est-à-dire que l'interprétation devrait continuer et les essais d'interprétation devraient se continuer aussi. Oui, je voudrais juste ajouter un mot. Il ne s'agit pas de faire de Mariátegui le nouveau prophète qui ne s'est jamais trompé. Effectivement, il a ignoré la partie amazonienne du Pérou, et je dirais par rapport à l'Amérique latine, il a ignoré le Brésil, hein, qui n'est pas un petit pays. Bon, c'est pas parce que je suis brésilien, mais quand même, non. Bon. Parce que c'est un pays amazonien. Et ça, c'est quand même une lacune dans sa pensée sur l'Amérique latine. Voilà, Bon, merci beaucoup. Oh, merci. Merci.